Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2025. L'année à peine commencée, nous allons faire un bond de 50 ans en arrière et parler d'un film sorti en 1974. Il s'agit d'un film dont je vous avais promis de parler depuis bien longtemps et ce moment est enfin arrivé. Nous avons commencé l'année 2024 avec Jean-Yann et bis repetita, nous allons poursuivre notre rétrospective jean-yannesque en ce début d'année 2025. Nous allons en effet parler de son troisième film en tant que réalisateur, Les Chinois à Paris. Cette année, nous continuerons donc de parler de Jean-Yann, mais aussi d'autres sujets, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait. En tous les cas, j'espère pour 2025 pouvoir continuer de compter sur votre fidélité, et j'espère que mes vidéos seront à la hauteur de vos espérances. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage. Eh bien, moi, je bois au succès de la fraternisation idéologique et culturelle franco-chinoise. Oh. Eh ben, ça me ferait mal. Moi, je bois au prochain départ des jaunes. Voici votre canard, messieurs. Nimitsu Han. En tout cas, on finira bien par les virer. Un jour, c'est fumier, non? D'ailleurs, je me suis laissé dire que les Américains préparaient un débarquement. Je me demande de quoi ils se mêlent, ces cons-là. Les Chinois à Paris racontent l'invasion de la France par l'armée communiste chinoise. Le film s'ouvre in medias res, c'est-à-dire en plein cœur de l'action. L'invasion est en train d'avoir lieu et nous, spectateurs, découvrons les coulisses du tournage du discours présidentiel d'alerte. Ici. Je viens de terminer votre discours, Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce que je dis? Eh bien que tout est foutu, Monsieur le Président. Bon, d'accord, mais je leur dis comment? Ah bah comme d'habitude. C'est malin de la part de Jean-Yann de faire une scène d'exposition où l'on entre directement dans le vif du sujet sans s'attarder sur les tenants et les aboutissants de cette invasion. On est tout de suite emmené dans le film. Et on se concentre vraiment sur les réactions des Français face à cette invasion. Il y a ceux qui sont effrayés, qui fuient, et d'autres qui profitent de la situation pensant que la mort vient frapper à leur porte. Et puis il y a ceux qui acceptent cette occupation avec un détachement presque stoïcien. On a donc l'alternance entre les réactions des Français et le discours présidentiel. Le président de la République, incarné par un pilier de la Dream Team jean-yannesque, Bernard Blier. Un président qui appelle son peuple au calme et au devoir, un beau discours bien creux auquel lui-même ne croit évidemment pas, et une fois sa grandiloquente allocution terminée, il quitte la France. Monsieur le Président, votre discours était remarquable. Le couloir aérien pour New York est libre. Allons-y. Cette invasion chinoise se fait sans aucune violence. Et bien vite, certains Français se montrent complaisants et offrent leurs services aux envahisseurs. Ces derniers établissent paradoxalement leurs quartiers généraux de forces communistes dans un haut lieu du capitalisme, les Galeries Lafayette. Communisme oblige, les Chinois entendent mener une révolution prolétarienne. Et leur première mesure consiste à supprimer les voitures individuelles. Encore une fois, Jean-Yann avait prédit Anne Hidalgo. Ils entendent également mettre les Français au travail. Suite à une mauvaise compréhension du terme fumiste, les Chinois décident de faire fabriquer aux Français des tuyaux de poêle. Celui dont le métier est d'entretenir les cheminées en bon état, de fabriquer des tuyaux de poêle. Cette occupation et ces mesures révolutionnaires perçues différemment selon les personnages. On a en effet une galerie de personnages avec des caractères bien différents. À cet égard, Les Chinois à Paris est une comédie de caractère. Régis, joué par Jean-Yann, est un personnage cynique qui entend tirer parti de la situation. Grégoire, joué par Michel Serrault, se laisse peu à peu gagner par la fièvre communiste et devient un collaborateur zélé. Albert, joué par Daniel Prévost, se montre au départ très méfiant et très hostile à l'invasion chinoise, puis se fait interner dans un camp de redressement moral et devient lui aussi un collaborateur zélé bien malgré lui. Toute une galerie de personnages au caractère bien défini réagissent différemment à cette situation de crise. Jean-Yann nous met ainsi sous les yeux, grâce à cette petite galerie de personnages, un portrait de la société française durant la période de l'occupation. Le personnage joué par Jean-Yann déploie des trésors de créativité pour tirer parti de la situation. Il commence par transformer son sex shop en chop suey,
puis invente un système de taxi pousse-pousse, puis devient haut commissaire et crée un spectacle révolutionnaire. Et ses idées lui permettent de devenir milliardaire durant cette situation de crise. Et ce personnage ingénieux a plus d'un tour dans son sac. Il profite de la situation de crise, mais lorsqu'il voit ses amis se faire peu à peu happer par le système, il fait de nouveau appel à son intelligence hors du commun et repousse l'envahisseur grâce à un système bien ingénieux que je ne vous dévoilerai pas si vous n'avez pas vu le film. Nous sommes en 1974 et Jean-Yann commence à se faire un nom en tant que réalisateur. C'est pourquoi Les Chinois à Paris va se voir allouer un budget considérable. On perçoit bien à l'écran qu'il s'agit d'une super production. Il a en effet des idées très ambitieuses pour ce projet. L'écriture de ce film se fait en trio. Jean-Yann bien sûr, avec son comparse de toujours Gérard Cyr, un nom qui doit vous dire quelque chose. Et ce duo est complété par Robert Beauvais, l'auteur d'un roman Quand les Chinois, dont Les Chinois à Paris est en fait l'adaptation. Pour réaliser un film à la hauteur de ses ambitions, Jean-Yann fait appel au milliardaire Marcel Dassault, dont c'est la première expérience en tant que producteur de films. Ce dernier a d'autant plus besoin d'un producteur prolifique qu'il est lui-même en train de produire un autre film en parallèle, Touche pas la femme blanche de Marco Ferreri. Selon Daniel Prévost, le tournage se déroule à nouveau sous les meilleurs auspices. Dans Les Chinois, il avait donc senti que ça serait bien pour moi de faire le mari de Macha. Bon, bah, j'ai fait le mari de Macha. De toute façon, quand j'en avais un truc à faire, moi, tout le monde y allait. Hein. C'est comme une bande de copains qui se retrouvent pour travailler ensemble. Yann, d'ailleurs, n'est pas du genre à donner des ordres. Énormément de figurants asiatiques sont requis pour pouvoir restituer cette ambiance d'occupation chinoise, à tel point que le 13e arrondissement, plus connu sous le nom de quartier chinois, est complètement vidé de ses habitants. Moi, je l'avais emmené sur le tournage de Lester et il avait été absolument ébloui par le nombre de figurants qu'il y avait dans Les Trois Mousquetaires. Et comme il avait un côté un peu revanchard, il m'avait dit « je vais essayer de faire aussi bien ». Et au Trocadéro, dans Les Chinois à Paris, il y avait je ne sais combien de centaines et de centaines de figurants, à un tel point qu'il n'y avait plus un serveur chinois de disponible dans Paris. Le quartier du 13e arrondissement était vide. Décors, costumes, figurants, musique, on voit bien à l'écran que le film a coûté extrêmement cher, ce qui malheureusement conduira à la faillite de la maison de production de Jean-Yann. Les Chinois à Paris est comme qui dirait une dystopie ou une contre-utopie qui permet de jeter un regard critique sur le passé récent. Il est en effet question de s'imaginer un futur proche qui en même temps laisse penser à l'occupation allemande encore récente à cette époque puisqu'on est moins de 30 ans après la Seconde Guerre mondiale. Le film ose remettre en question l'idée du résistentialisme selon lequel chaque famille française possède un ancêtre résistant. Au contraire, Jean-Yann met en scène l'hypocrisie, la bassesse, la mesquinerie et la collaboration. Bah non, ça alors là, je ne vois pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est embêtant. C'est oui. vraiment embêtant. Bah oui, évidemment. Ou alors si vous êtes une seule fois dans un petit KGB inoccupé. Un KGB inoccupé? Oui. Vous voulez dire un KGB où personne ne couche jamais? Presque jamais. Eh bien voilà, hein, voilà une belle petite dénonciation de locaux insuffisamment habités. Vous voyez bien qu'on y arrive. C'est à nouveau un film, comme les deux précédents, où Jean-Yann joue un héros pas très héroïque. Pas très héroïque, mais bougrement intelligent. Un type bougrement intelligent entouré de gens moins intelligents que lui, voire stupides. Et qui, dans l'adversité, sans lutte ni violence, bien qu'avec son ingéniosité, parvient à obtenir ce qu'il souhaite. C'est pas si souvent qu'on a une armée d'occupation chez nous, faut savoir en profiter. Jean-Yann, de film en film, se forge cette image d'homme intelligent entouré de gens moins intelligents que lui et qui résiste dans la tempête, qui reste stoïque face aux événements dramatiques qui s'abattent sur lui. C'est ainsi toujours un peu la même histoire avec le contexte qui diffère. En l'occurrence, le contexte que choisit Jean-Yann va lui permettre de s'en donner à cœur joie du point de vue artistique. L'occupation des forces chinoises est en effet restituée dans le moindre détail. Décors, costumes, affiches, musique, opéra-ballet, c'est une débauche de moyens et visuellement, c'est très réussi. On pense évidemment à l'opéra Carmen qui est aussi drôle que grandiose. C'est un film satirique où Jean-Yann tire à balles réelles sur les défauts français
dont lui-même n'est pas exempt. Yann, ou son personnage, est aussi un archétype français. Brillant certes, mais râleur et cynique. Si on accepte son intelligence hors du commun, il ne tient pas forcément le beau rôle dans ses films. La manière du film Borat, c'est finalement plus les Français qui sont la cible de ce film que les Chinois. Oh là là! Oh oui, King in the castle, king in the castle. Sorti en 1974, une époque où le milieu intellectuel français se gargarise du maoïsme et du communisme chinois, Jean-Yann tire à boulet rouge, si je puis dire, sur ce milieu. À cette époque, en effet, beaucoup d'intellectuels français se prennent de passion pour le maoïsme. À cet égard, Les Chinois à Paris s'inscrit un petit peu dans la lignée de La Chinoise de Jean-Luc Godard. Luc Godard, avec qui d'ailleurs Jean-Yann a travaillé quelques années auparavant sur le film Weekend. Les nombreux éléments satiriques que l'on retrouve dans Les Chinois à Paris, on peut compter l'installation paradoxale des dirigeants communistes dans les Galeries Lafayette, l'institution de différents organes administratifs chargés de s'occuper de tous les aspects de la vie des Français, la fête des feux de joie, programme TV, le pilori télévisuel, sorte de catharsis pour les masses prolétaires. Ça, c'est meilleur. Aujourd'hui, Silberstein, 46 ans. Un ignoble trafiquant coupable d'avoir stocké des pneus de bicyclette et du mercurochrome, lésant ainsi gravement la collectivité. Regardez bien cette tête de malhonnête homme. Contemplez ce regard fourbe, ces lèvres lipues et gourmandes, ce nez crochu. Haïssez Silberstein David. Il a vraiment une sale gueule. Et surtout l'incroyable et l'inoubliable opéra-ballet Carmen. Ces éléments concernent le volet occupation chinoise, mais la cible principale de la satire reste les Français. Et là, Jean-Yann s'en donne à cœur joie, c'est un sujet qu'il connaît par cœur. On peut citer principalement le bureau des dénonciations qui ne désemplit pas de lettres, et puis les profiteurs de crise qui se gavent littéralement pendant que les plus faibles souffrent. Les Chinois à Paris est un portrait au vitriol d'un certain esprit français. Et pourtant, on ressent aussi une certaine tendresse vis-à-vis des défauts qui sont mis en lumière. Je pense notamment au moment où Jean-Yann fait dire au général Puyen « La plupart des nations ne pourraient pas faire le quart de ce que font les Français ». Cette toute petite phrase donne l'impression que avoir des défauts est une sorte de compétition et que les Français sont champions des défauts. On sent une espèce de petite fierté d'avoir des défauts que les autres nations ne peuvent pas copier. C'est aussi un film sur la confrontation culturelle entre l'Occident et l'Orient qui permet de mettre en lumière les archétypes français et les archétypes chinois. L'Orient étant incarné par le général Puyen, rigoriste, flegmatique, droit dans ses bottes, qui va peu à peu craquer au contact des Français qui sont tout à l'opposé de sa personnalité. Le film est extrêmement mal reçu à sa sortie et connaît une campagne de dénigrement très violente et une campagne de boycott lancée notamment par des militants maoïstes. On compte même quelques actes d'agression dans les cinémas. Le film est également mal reçu par le gouvernement chinois lui-même qui, par l'intermédiaire de son ambassadeur de Chine en France, demandera de déclarer publiquement que ce film était un geste inamical envers le peuple chinois. Là encore, cela fait écho à la réception du film Borat, qui sera très mal reçu par le gouvernement kazakh, jusqu'à ce que celui-ci s'aperçoive que le film était l'occasion pour énormément de personnes autour du monde de s'intéresser à la culture du Kazakhstan. Et enfin, Marcel Dassault lui-même a détesté le film au point de demander à Jean-Yann de retirer son nom du générique. Les relations entre les deux hommes semblent si tendues que Jean-Yann se vengera dans le film Show Business, dont on parlera une prochaine fois. C'est un véritable désastre critique, et cette campagne de dénigrement a vraisemblablement eu un effet sur le public, puisque le film n'attirera que 1,6 million de spectateurs en salle. Un chiffre qui semble encore important, mais qui, à l'époque, est un échec commercial, d'autant que le film a coûté extrêmement cher. Le film ne rentrera pas dans ses fonds. À titre personnel, j'adore Les Chinois à Paris, qui est un film où enfin les Français font leur autocritique. Il n'y a pas meilleur moyen de se rendre compte de ses défauts qu'en nous faisant rire avec. Les Américains, que l'on peut critiquer sous d'autres aspects, sont quand même très doués pour faire des films où ils se moquent d'eux-mêmes, et les Français, eux, ont plutôt du mal à faire ça. Heureusement, Jean-Yann est là. Qu'on pourrait à la rigueur reprocher à Jean-Yann, c'est de ne pas vraiment prendre de parti déterminé dans ce film. Un défaut ou une qualité, puisque c'est aussi un moyen pour nous de nous forger notre propre opinion. Daniel Prévost dira de Jean-Yann que c'était une sorte de relativiste qui, faute de pouvoir changer le monde, voulait faire rire. Il n'en reste pas moins que Les Chinois à Paris est une véritable régalade visuelle.
où Jean-Yann laisse s'exprimer toute sa créativité, que ce soit du point de vue des costumes, des décors, de l'opéra-ballet encore une fois. Les acteurs sont tous excellents, les dialogues sont bien écrits, les situations réussies, et personnellement c'est un film que je revois toujours avec autant de plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du film, et si ma vidéo vous a plu, pensez à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à bientôt et bougou chez vous!